votre rendez-vous santé sur Alta Frequenza avec le docteur Laurent Carlini et ses invités pour décrypter l'actualité santé d'aujourd'hui et de demain à 10h45 et 18h45 sur Alta Frequenza. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, le docteur Laurent Carlini, votre rendez-vous santé, bonjour. Bonjour Maria. Une thématique cette semaine un peu différente en fait, une thématique sanitaire et sociale, c'est vrai qu'on associe souvent les deux. Notre invité cette semaine, l'un de nos invités, puisqu'on va en recevoir plusieurs, c'est Pascal Luigi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du Crédit Agricole de la Corse. Exactement. Alors, docteur Carlini, justement cette thématique sanitaire et sociale, c'est vraiment quelque chose qu'on tenait à faire, qu'on tenait à mettre en avant les initiatives qu'on a vues fleurir avant le confinement, pendant le confinement, beaucoup d'initiatives. Oui, je pense que par les temps qui courent, on avait besoin aussi un peu de positivité, un peu de lumière et on voulait un peu mettre en avant toutes les belles actions sociales et aussi les actions sanitaires sur l'île depuis tous ces derniers mois, que ce soit avant le confinement et puis aussi après le confinement. Je pense que les nouvelles sont assez sombres depuis quelques temps, donc on avait besoin de cette lumière et de cette positivité. Pascal Luigi, le Crédit Agricole de la Corse, qui est associé à travers ses antennes, à travers sa fondation aussi, sur ces thématiques sanitaires et sociales. J'avais envie de dire, vous n'avez pas attendu le Covid? Ah, pas du tout, non. En fait, notre entreprise est ancrée sur le territoire et exclusivement sur le territoire, parce qu'on est une banque 100% Corse en Corse. Et donc, notre action est intimement liée, et notre vie est intimement liée avec celle du territoire. Donc, si le territoire va bien, nous allons bien, et à contrario, ça va moins bien. Donc, notre objectif, c'est vraiment qu'on soit utile à travers nos actions en tant que banque classique sur le territoire, mais aussi qu'on aille un peu plus loin, avoir ce supplément d'âme pour arriver à travailler aussi sur la société et contribuer à aider les jeunes. Ça fait partie de nos priorités, mais aussi ceux qui en ont besoin, de manière modeste, hein, bien entendu, mais en essayant d'être utile. C'est vraiment le maître mot, utilité. Alors, sur ces actions, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, je vais peut-être diviser en deux points. Le premier point, c'est que c'est vraiment toute l'entreprise qui agit. Vous l'avez souligné, on a une fondation qui nous permet d'agir de manière très efficace sur le territoire. Mais ce qu'on a constaté à travers ces actions de notre fondation, c'est que lorsqu'on déclenche une action via la fondation, cette action-là est immédiatement suivie par une initiative des salariés de l'entreprise et on a créé quelque chose qui s'appelle une action tous solidaires avec le territoire qui permet à nos collaborateurs en fait de verser tout ou une partie de leur prime pour des actions solidaires. Et ensuite, on fait en sorte qu'elles soient le mieux octroyées. Et donc on a décidé en 2019 de travailler en priorité sur tout ce qui était logement, puisque c'était une des problématiques essentielles en Corse aujourd'hui, de trouver un logement. Et on a travaillé avec les OPH pour permettre la rénovation de logements. Et puis quand il y a eu la crise sanitaire, là pour le coup, on a vu que la situation donc, médicale était quand même compliquée. Et là, donc, tout simplement, j'ai appelé les deux directeurs des hôpitaux pour voir s'ils avaient besoin d'aide, donc, et comment on pouvait les aider. Et donc là, ils m'ont dit, oui, si on peut avoir donc du matériel notamment, ça pourrait nous aider. Et donc, on a déclenché de nouveau une action, donc à travers la fondation. Et puis là, le comité d'entreprise a dit, on veut en être aussi. Et les salariés ont dit également, on veut en être aussi. Donc, ça a déclenché une action également. Et puis troisième levier, si on peut dire, ça a été par rapport aux personnes âgées. Vous connaissez parfaitement la situation dans les EHPAD. Et donc là, on a pu avoir une action combinée en redéployant un certain nombre de tablettes et d'ordinateurs qu'on avait, plutôt que de les mettre au rebut. On les a reconfigurés et confiés aux EHPAD. Et puis on a monté une action, alors cette fois-ci avec le groupe Crédit Agricole, de solidarité avec les personnes âgées, où là ça nous a permis de verser également des sommes assez importantes, hein, puisqu'on a eu 20 000 € pour l'ADMR par exemple, qui nous a permis de travailler directement sur les personnes âgées et puis pour pouvoir les aider. Docteur Carlini, donc ces actions d'une banque
on va pas dire de manque de territoire, parce que c'est encore autre chose, d'une manque d'un territoire, voilà. Vous les avez ressentis en tant que soignant, en tant que... Oui, on les a ressentis. C'était aussi ce pourquoi on voulait mettre en avant toutes ces actions. Mais comme vous disiez, avec le financement du matériel pour l'hôpital, où effectivement on en a eu besoin plus que jamais. Et on sait combien les temps sont durs dans les hôpitaux sur le plan national de toute manière en ce moment. Donc c'était une aide précieuse. Et puis effectivement aussi tout le confort qui a pu être apporté dans les EHPAD, etc. pour les personnes âgées. Parce que ça contribue aussi à rendre la vie un peu plus facile pour les personnes malades. Donc c'est un effort à souligner plus que jamais. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va vous retrouver demain pour poursuivre cette discussion. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue à les rendez-vous santé du docteur Laurent Carline, une thématique sanitaire et sociale. Cette semaine, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, docteur Carline, oui. Oui, parce qu'elles sont nombreuses et c'est une très bonne chose. Donc il y a plein d'associations qu'on va mettre en lumière les prochains jours. Et plein d'initiatives à souligner, notamment du côté du Crédit Agricole de la Corse. Pascal Luigi est notre invité. Bonjour, directeur adjoint du Crédit Agricole, on le rappelle. Des initiatives, vous en avez pris quelques-unes, notamment autour du secteur associatif. On a l'habitude de dire que ce secteur, il est toujours très productif pour la région. Vous avez décidé de l'aider. Comment ? Oui, alors de plusieurs manières. L'action emblématique qu'on avait menée en 2019 et pour 3 ans, c'était avec l'association INSEM, où on a certes une contribution financière, mais on a également mis à disposition nos agences pour l'association, pour permettre la mise en place des formalités. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important et qui nous tenait à cœur, parce que là, il y a vraiment on n'est pas dans simplement du don financier, on est aussi sur de l'accompagnement. Et puis, plus récemment, en 2020, on a fait un concours d'innovation où les associations étaient bien entendu conviées. Et c'est l'association Hors Normes qui a gagné. Et ce qui nous a permis, là, ils ont eu un don de 6 000 €. Donc, ça a contribué au développement également de cette belle association. Et donc, on arrive à fonctionner de cette manière-là, à la fois en allant au contact des associations, mais en même temps en cherchant l'innovation et en cherchant à trouver la meilleure manière de travailler. Et en titre d'innovation également, on travaille avec le groupe Crédit Agricole, pour le coup, sur un certain nombre de plateformes et de sites qu'on a pu mettre en place pendant la crise sanitaire, avec à la fois l'initiative sur Loop, c'est-à-dire les producteurs locaux qui permettent entre eux, qui peuvent faire des ventes entre eux, et puis pouvoir, quand je suis un particulier, acheter sur le territoire. Donc ça venait directement en aide de manière plus économique que sanitaire, mais c'était intéressant pour renforcer, on va dire, la solidité économique de l'île. Donc ça, c'est des initiatives qu'on prend régulièrement. Et puis ensuite, on a des systèmes, vous connaissez l'arrondi solidaire. On a également des systèmes chez nous, par exemple sur les tickets restaurants qui ne sont pas utilisés. Eh bien, on peut les reverser, enfin on a décidé de reverser les sommes non utilisées à des associations. Donc ça peut être les Restos du Cœur, la Ligue contre le cancer récemment, et Hors Normes dernièrement également. Donc on a toute une série d'actions également où on essaye de faire le maximum pour aider aussi le milieu associatif. Ce lien, il est essentiel. Oui. Aujourd'hui, on voit que sur le territoire de l'île, il y a une précarité qui est très importante. La situation sanitaire l'a mis encore plus en exergue. Et donc, notre volonté, c'est vraiment d'aller au-delà de notre simple action bancaire, mais également de regarder, soit d'agir en direct, comme on l'a fait, on l'a vu hier, soit de travailler avec des associations qui peuvent avoir un levier très important d'action. Et donc, c'est ce qu'on cherche en permanence. Cette précarité, vous la ressentez aussi du côté de l'hôpital, par exemple ? Oui, forcément, parce que on connaît la situation financière des hôpitaux, les suppressions de lits, les difficultés effectivement pour créer les embauches, etc. Mais ce que vous disiez, c'est un bel exemple, encore une fois. On peut travailler main dans la main, il peut y avoir ce partenariat précieux et des consensus qui sont trouvés justement entre le sanitaire et l'économie pour que personne ne soit lésé. Et voilà, chacun arrive à tirer, je dirais, un peu profit de la situation. Et voilà, il y a un partenariat qui est plus que jamais d'actualité. Et personne n'est laissé sur le carreau finalement, et chacun porte sa pierre à l'édifice, c'est ça qui est important de souligner.
On oppose souvent la finance au côté social. Vous avez décidé de faire mentir les chiffres. Ah, complètement. En fait, puis c'est une opposition sur une banque qui agit sur un territoire comme le nôtre, où notre destin il est lié au destin de la Corse. Donc, et notre vocation, c'est de faire en sorte que, à notre place, la Corse se développe et que tout le monde soit le mieux possible. Donc on a cette fameuse action double, c'est-à-dire l'action économique de banque qui accompagne les projets. Et puis après, au-delà de ça, arriver systématiquement avec les acteurs du territoire et tous ceux qui ont envie d'avancer, faire partie de ces forces qui ont envie d'avancer et de mettre de la... vous disiez un peu de bonheur, mais par rapport à ce monde un peu difficile, d'arriver à mettre du baume au cœur aussi aux personnes, que ce soit sur les logements sociaux, que ce soit sur la crise sanitaire. Voilà, on aide à notre niveau en tant qu'entreprise régionale. Mettre de l'humain. Exactement. Au cœur de tout ça, c'est ce qu'on disait aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. Laurent, merci beaucoup. On se retrouvera, nous on se retrouve demain avec un autre invité, mais le Crédit Agricole de la Corse, on retrouvera pour détailler un peu toutes ces actions. À très bientôt. Plaisir. À bientôt, merci. Merci, à bientôt. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous poursuivons notre semaine, notre rendez-vous santé. Bonjour, Dr Carlini. Bonjour Maria. Avec nous, une nouvelle invitée qui nous a rejoint aujourd'hui, Germaine Bourdet, bonjour. Bonjour. Vous représentez la CLÉ, la coordination interassociative de lutte contre l'exclusion. Bien oui, Laurent Carlini, on poursuit en fait sur notre lancée des initiatives, de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Oui, de toutes les belles initiatives d'avant-confinement, d'après-confinement et puis même des années précédentes pour essayer justement de, comme on disait hier, d'apporter un peu de lumière sur l'actualité récente qui n'est pas forcément très belle à voir. Alors, Germaine, donc l'actualité de la CLÉ, cette coordination interassociative, c'est un colloque qui va arriver le 17. Oui, tout à fait. C'est un colloque avec comme sujet le développement durable et la pauvreté. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? Voilà. Qu'est-ce qui nous semble important de mettre en avant et de faire réfléchir sur ces questions pour se dire que le développement durable, en tout cas pour nous, au niveau de la CLÉ, ce n'est pas uniquement des questions économiques, mais c'est d'abord des questions de personnes. Alors, on a un axe particulier dans nos associations qui est plutôt la pauvreté. Et on a envie un peu de faire réfléchir sur quelle va être la place. Est-ce qu'on va faire place aux personnes qui sont en précarité? Voilà, et de quelle manière, finalement, elles vont en retrouver une place dans ces changements qu'aujourd'hui, on est en train de toucher peut-être plus du doigt. Voilà, je crois que la Covid nous a obligés en plus à réfléchir plus sur ces questions de développement durable autour de la santé, de l'environnement. Voilà, et donc pour nous, ça nous semblait important d'interpeller, de proposer ce colloque. Quel lien justement entre développement durable et pauvreté ? Alors j'ai envie de dire, pour moi, il y a un lien essentiel qui est l'homme. Voilà, puisqu'il doit être au centre du développement durable. Le développement durable ne doit pas être simplement de la transition écologique, parce que sinon on va passer à côté de cette place que doit avoir la personne avec toutes ses dimensions. Et puis c'est surtout qu'on va mettre encore plus de personnes sur le côté de la route. Et est-ce que c'est ça qu'on a envie d'avoir? Est-ce qu'on veut privilégier, et c'est des enjeux de société, privilégier effectivement la partie économique? Je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, elle est nécessaire. Mais c'est l'homme qui doit être au centre, il nous semble, nous, en tout cas au niveau de la CLÉ, au centre de ces questions-là et qui doit être au centre de la question du développement durable. Ces questions justement de développement durable, alors plus du côté sanitaire avec le climat, tout ça, vous les ressentez vous aussi en tant que médecin forcément, oui, l'impact Comme vous parliez de précarité, effectivement on sait que la Corse c'est peut-être la région la plus pauvre de France et on sait combien les personnes en situation de précarité sont un peu victimes d'exclusion sociale et puis effectivement parfois En France, on a la chance d'avoir un système de santé solide et efficace et toute personne a accès aux soins. Et heureusement, il faut se battre pour conserver ce système de santé. Mais effectivement, toute la précarité a bon nombre d'inconvénients et notamment l'accès aux soins. Et on sait, la Covid, comme vous disiez, a mis un peu en lumière, un peu en exergue tous les méfaits
de cette précarité. On a vu que le facteur socio-économique, c'était aussi un facteur pronostic de la gravité de l'infection au coronavirus. On a vu que les personnes en situation de précarité, c'était pas forcément les mieux lotis sur le plan de la forme physiologique pour pouvoir combattre ce coronavirus. On va revenir aussi sur ce colloque. Il va y avoir différentes interventions, différents intervenants pour aborder, pour balayer un petit peu toutes ces problématiques. Oui, différents axes en tout cas. Dans l'envie, c'est l'axe de la responsabilité, ou en tout cas la place de la commune et de la proximité à travers effectivement un témoignage d'un maire qui vient de Bretagne et qui a expérimenté la question du développement durable, comment il a mis dans sa commune. Donc pour donner des idées, ça ne veut pas dire que c'est parfait, que tout a été fait, mais c'est de dire, tiens, comment on peut s'y prendre, donc cette responsabilité-là. Il y a aussi l'axe de la question énergétique. On est bien concerné en Corse, et là, il y a peut-être des choses aussi à réfléchir et à voir ensemble. Il y a l'axe du transport, qui est primordial, le transport en termes de transport en commun aussi. Comment sur cette question-là, alors qu'il y a un double regard, c'est effectivement la question de tout ce qui est pollution, mais c'est aussi pour les personnes en précarité l'importance qui va leur permettre aussi de pouvoir se déplacer, circuler, aller à des rendez-vous, aller chez le médecin, mais aller au travail, etc. Donc toute cette question effectivement de transport. Et puis l'autre axe un peu plus important, c'est autour de l'alimentation, des questions alimentaires. Alors avec effectivement la proximité, le local, le circuit, mais aussi toute la dimension de bien se nourrir. C'est aussi avoir une meilleure santé, c'est aussi être mieux dans sa tête, parce que c'est un élément qui joue, et comment on peut effectivement réfléchir développement durable, je dirais bio, aliments de qualité, et personnes en précarité. Comment est-ce que ça peut se rejoindre? Parce que c'est souvent aussi un prix plus élevé, donc ça veut dire que les personnes qui ont peu de revenus vont accéder à, je dirais, une nourriture de moins bonne qualité. Et donc là, on a envie aussi d'interpeller, de réfléchir ensemble pour voir un peu quelles solutions, quelles expériences, de quelle manière on peut mettre des choses en place. C'est finalement une vision très politique dont on a besoin. Oui, forcément, j'ai envie de dire, je crois que c'est je dirais la politique dans le sens noble de la chose qui est importante, et on a besoin de voir un petit peu vers quels axes, de quelle manière on a envie de la politique aujourd'hui, nos institutions ont envie d'avancer, et puis si on est là, c'est aussi pour les interpeller, peut-être les aider à rectifier un peu le tir si on estime que par rapport en tout cas aux personnes en précarité, ça ne va pas dans le bon sens ou qui ne sont pas pris en compte. Donc, comment on peut faire pour participer à ce colloque? Il est ouvert à tous? Comment ça fonctionne? Il est ouvert à tous, voilà. Les conditions aujourd'hui liées à la Covid nous obligent à un certain nombre de précautions pour rester dans les gestes barrières. Et donc, il y a un nombre de places limitées. Donc, la seule manière de s'inscrire, et il y a encore des places sans problème, c'est qu'il faut le faire en fait en allant sur le site de la Clé et s'inscrire directement par le site de la Clé. La Clé, coordination interassociative de lutte contre les exclusions. On aura l'occasion de présenter ce colloque avec peut-être certains des intervenants. Juste 2 mots, docteur Carlini. Quand on parle d'alimentation, de bonne alimentation en situation de précarité, c'est vrai que c'est souvent compliqué, même si on dit qu'aujourd'hui le bio se démocratise, mais c'est... On revient à ce qu'on disait, finalement aux facteurs socio-économiques qui conditionnent et qui garantissent finalement l'accès à beaucoup de choses. Et effectivement, comme on le dit un peu vulgairement, la malbouffe, c'est pas forcément un synonyme de vivre bien longtemps. Et puis lorsque l'on mange pas bien, on s'expose aux complications, aux facteurs de risque cardiovasculaire, à la prise de poids, donc on n'est pas bien dans son corps comme vous disiez, et du coup pas bien dans sa tête. C'est un peu un engrenage, et je pense que voilà, en France on est un peu la 5e puissance mondiale, donc il y a des choses qu'on ne devrait plus voir, et je pense que beaucoup de choses doivent être accessibles à beaucoup de personnes. Vous vouliez rajouter ? Oui, je vais juste repréciser peut-être pour si on a envie de s'inscrire, on peut aussi directement envoyer par mail à clé-ajaccio@sfr.fr. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu passer cette journée en notre compagnie. On vous retrouvera quelques jours avant le colloque pour en parler. Et puis, on fera aussi le lien avec les différents intervenants. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, Maria. Bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Votre rendez-vous santé avec le docteur Laurent Carlini, bonjour. Bonjour Maria. Et puis Laetitia Coqui pour l'association INSEM, et bonjour. Bonjour. Laurent, on disait en fait l'actualité santé, c'est aussi l'actualité sociale, sociétale.
Oui, parce que ça va de pair et parce que je pense que, comme on l'a dit tous les jours de la semaine, je pense que les gens ont besoin de lumière en ce moment, ont besoin un peu de positivité malgré l'actualité sombre. Et je crois que Laetitia Cook qui fait partie de ceux qui apportent toute cette lumière dont on a besoin. Ah, bah écoutez, ça commence bien, c'est très gentil, merci. L'association ICEM, on va rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il n'y a plus personne aujourd'hui qui ne connaît pas ICEM. Ah si, malheureusement, il y a encore des gens, des malades qui auraient besoin de nous et qui ne savent pas que l'association existe, malheureusement, oui. On ne parle jamais trop du soutien qu'on peut apporter aux familles dans ce moment-là. Cette association qui accompagne ces familles, que ce soit pour des besoins financiers, pour des conseils, pour des besoins d'hébergement. C'est ça, nous nous adressons en fait à toute personne qui apprend un jour qu'elle est contrainte de se rendre sur le continent pour accéder à des soins. Et à partir de ce moment-là, on l'accompagne pour que ce soit le moins onéreux, le moins douloureux et le moins difficile possible. En ces périodes sanitaires compliquées, on suppose que votre tâche, elle est encore plus ardue. Oui, je crois comme tout le monde. D'abord parce qu'il y a quand même ce phénomène, vous y faisiez référence, très, très noir, très anxiogène. Tout le monde est très stressé par les conditions sanitaires qui nous entourent, par le risque d'attraper le virus. Donc évidemment, un malade l'est encore plus que les autres. Et un malade qui en plus doit prendre l'avion et aller sur le continent, eh bien sûr, ça décuple les angoisses, ça décuple aussi les difficultés. Laurent Carline, quand on est médecin, qu'on doit envoyer quelqu'un être soigné sur le continent, c'est un relais qu'on donne aussi, ICEM, on en parle, c'est important de savoir qu'il y a cette association sur laquelle les familles peuvent s'appuyer. Oui, c'est important parce que moi j'exerce vers la plaine de Père, donc en semi-rural, et on peut faire effectivement des visites sur Boconia, Nuchan, Ikarbouch, etc. Donc on a beaucoup de personnes âgées qui sont seules ou beaucoup de familles qui sont en situation sociales qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Effectivement, INSEM est là pour répondre un peu à la problématique du point de chute pour les accompagnants, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut loger les accompagnants, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre une nuit à l'hôtel, 2 nuits à l'hôtel, 3 nuits à l'hôtel, d'autant plus que bon nombre d'hôpitaux, pour des raisons sanitaires, refusent souvent la chambre accompagnante, je dirais, pour des mesures d'hygiène. Donc les accompagnants sont plus que jamais en ce moment obligés de se loger dans un autre endroit que l'hôpital ou la clinique pour lequel le patient concerné est hospitalisé. Donc il y a la problématique aussi de la prise de l'avion, comme vous disiez, qui constitue une peur que n'avaient pas les patients auparavant, c'est-à-dire est-ce qu'il faut vraiment partir, est-ce que je peux partir, est-ce que je ne suis pas à risque de partir, dans quelles conditions, quel est le dispositif qui va m'accompagner, et c'est à ce moment-là effectivement que vous intervenez. Donc pour ces problèmes d'hébergement, on l'a vu, il y a des relais, il y a un grand carnet d'adresses, et puis il y a ces appartements qui avaient été achetés aussi par INSEM. Oui, c'est ça, la problématique de l'hébergement, c'est vraiment l'une des principales difficultés auxquelles sont confrontées les familles. Alors d'abord parce que jamais, à aucun moment, les frais d'hébergement ne sont pris en charge par l'assurance maladie. Que ce soit pour, par exemple, je ne sais pas moi, un enfant né prématuré qui doit passer 1 ou 2 mois en couveuse sur le continent, il n'y a pas une seule nuit qui est prise en charge pour les parents. Un enfant ou un adulte qui a un cancer, qui doit passer plus d'1 an sur le continent, pareil, pas de prise en charge. Donc ça veut dire que les frais d'hébergement, c'est des coûts très importants qui viennent s'ajouter en plus à ceux qu'on a déjà ici, un loyer, des frais, des factures. Donc ça alourdit considérablement le budget des familles, ça fait basculer certaines d'entre elles dans une forme de précarité financière qu'elles n'auraient jamais dû connaître, parce qu'elles avaient un travail et parce qu'elles avaient été épargnées de ce point de vue-là. Et aussi, l'hébergement est une difficulté, parce que même pour ceux qui ont les moyens, eh bien, il est difficile d'en trouver. Les hôtels qui sont situés à proximité des hôpitaux ou des cliniques sont très souvent saturés, et puis ils ne sont pas réservés aux malades. Donc un malade est en concurrence avec des touristes tout simplement. Donc il y a des périodes de l'année pendant lesquelles les hôtels sont complets, même les locations sur les sites type Airbnb. Donc l'hébergement coûte cher et il y en a peu. C'est ce qui nous a conduit d'ailleurs à décider d'en acheter pour les réserver exclusivement aux familles. Et on en a acheté 3 en 2 ans, c'est déjà exceptionnel, mais c'est très très en deçà des besoins. Donc l'hébergement c'est une vraie difficulté, et en plus pendant la période Covid, tous les hébergements marchands, les hôtels, mais même les associations et même l'association qui gérait nos appartements à Marseille ont dû fermer. Donc il y a eu aussi cette difficulté-là pour les familles. Il n'y avait plus de lieu d'hébergement.
Ces 3 appartements que vous avez achetés aujourd'hui, ils sont remplis en temps complet quasiment? Alors pas encore celui de Nice, puisque nous sommes en train de finir les travaux. C'est le dernier que nous avons acquis, des travaux de remise en état, je dirais. Ceux de Marseille, oui, ils sont utilisés et très utilisés, puisqu'en plus de 80% des Corses qui sont obligés d'aller sur le continent vont à Marseille. Donc ah oui, à Marseille, bien sûr, il en faudrait toujours plus. Il y a des initiatives qui sont prévues pour acheter d'autres appartements? Oui, bien sûr. Alors, en temps normal, je dirais, hors Covid, on avait imaginé en 2021 lancer une nouvelle souscription pour essayer de pouvoir en acheter un à Paris, parce qu'à Paris, il y a aussi beaucoup d'enfants, notamment, qui vont à l'hôpital Necker dès qu'il y a une maladie rare ou vraiment une spécialité très précise. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont à Paris. Je ne sais pas si... on n'a plus aucune visibilité. Depuis février, quasiment la totalité de nos appels de fonds et de manifestations caritatives qui étaient organisées à notre profit ont été annulés. On n'a eu quasiment aucune recette cette année. On a la chance d'avoir un parrain qui est Fred Testo, qui nous a permis de gagner plus de 20 000 euros parce qu'il a participé à une émission sur TF1. Mais voilà, il y a très très peu de rentrées cette année, donc je ne sais pas si on sera en capacité de lancer cette souscription, parce qu'il faut toujours après un petit peu compléter. Puis même une fois que l'appartement est acheté, il faut pouvoir le meubler, faire les travaux, assurer les frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur notre avenir, donc on ne sait pas si on pourra le faire ou pas. Merci à tous les deux. On va vous retrouver demain. Très bien, merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Les rendez-vous santé du docteur Laurent Carlini, bonjour. Bonjour. On retrouve notre invitée Laetitia Cook, bonjour. Bonjour. Présidente d'INSEM, et donc cette association. L'actualité d'INSEM, c'est aussi de pousser pour que ce fameux décret soit enfin modifié, pour que les 2 parents d'un enfant malade puissent accompagner leur enfant sur le continent et que leurs 2 billets soient pris en charge. Oui, alors... D'abord, il y a eu une avancée extraordinaire, parce que je pense qu'il y a quelques années en arrière, si on nous avait dit qu'on aurait réussi à faire bouger les règles de prise en charge de l'assurance maladie, on n'y aurait jamais cru. Donc là, on a déjà depuis le mois de juillet 2019 la possibilité pour le 2e parent d'un enfant qui doit partir sur le continent de se faire rembourser a posteriori par les fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie. Déjà, c'était une avancée. Alors bien sûr, il faut faire l'avance. Donc bien sûr, ça n'est pas accessible à tout le monde. Et puis, ça nécessite des démarches administratives. Donc ça a le mérite d'exister, mais ça ne peut être que transitoire. Et ça n'est pas garanti, puisque ces budgets-là ne sont pas pérennes. Donc suite à ça, le président de la République en personne a annoncé l'apparition imminente d'un décret, donc on était vraiment très satisfaits. Et puis, lorsqu'on regarde dans le détail de cette annonce, on s'aperçoit qu'elle est un peu restrictive par rapport à ce qui avait été pris comme engagement par Agnès Buzyn. Elle avait parlé d'un droit pour tout enfant de Corse obligé de partir sur le continent, d'avoir ses 2 parents à ses côtés. Et le président de la République nous a annoncé que ce droit s'adressait aux mineurs de moins de 16 ans en affection de longue durée ou hospitalisés. Alors, je le disais, un immense pas a été franchi. Ça couvre plus de 80% des cas. Mais évidemment, on n'a pas fait tout ce chemin, on ne s'est pas bagarré, on n'a pas mené ce combat depuis maintenant 11 ans pour en laisser une partie sur le bord de la route. 80% des cas, c'est fantastique, mais ça ne suffit pas. Nous, on pense aux familles qui ne sont pas concernées, parce qu'il y a tous les jours des enfants qui doivent partir et qui n'ont pas forcément une ALD ou qui ne l'ont pas encore, ou qui ont un trauma, un accident, quelque chose qui fait qu'il faut partir. Et il n'y aura peut-être pas forcément d'hospitalisation, mais ils n'ont pas le choix. Ces familles ne sont pas responsables de l'absence de CHU sur cette île. Ces familles sont obligées de partir. Le médecin a prescrit le départ. L'assurance maladie a confirmé qu'il fallait partir. Donc, ils doivent avoir le droit à leurs 2 parents. Donc, on continue à se mobiliser de toutes nos forces. Tant que le décret n'est pas paru, on se bat pour que ce soit un droit général. Docteur Carlini, justement, quand un enfant est malade, il a besoin de ses 2 parents. Ça fait partie du processus de guérison. Oui, il a besoin de ses 2 parents. Bon, effectivement, comme vous disiez, il y a l'insularité qui fait que pour des soins un peu plus spécifiques, on est souvent obligé de prendre l'avion ou de prendre le bateau pour avoir accès à ces soins. Et effectivement, je pense que chaque petit garçon, chaque petite fille a besoin et de son papa et de sa maman, déjà à viser de réassurance pour l'enfant et puis aussi pour le parent, parce que c'est toujours préoccupant, c'est toujours des situations stressantes, et d'en laisser un sur le carreau et de ne pas voir ce qui se passe, de ne pas pouvoir assister à ce qui se passe, ça double l'inquiétude finalement et ça rend les choses encore moins faciles à vivre. Et comme vous disiez, il y a aussi des situations urgentes où on n'a pas forcément le temps de débloquer une ALD, on n'a pas forcément le temps de faire toute cette paperasse qui est incroyable et qui prend un certain temps à être faite. Et je pense qu'il faut pouvoir s'adapter à ces situations d'urgence. Et puis ça rejoint ce qu'on disait sur les précédentes émissions. Il faut un égal accès des soins à tous et il faut effectivement ne pas faire de distinction sur l'âge. Je veux dire, 16 ans ou 18 ans,
finalement ça reste quand même un jeune, un adolescent, un enfant, et je pense que le besoin d'avoir ces deux parents est le même quel que soit l'âge. Sur cette ALD, justement, quand on découvre une maladie, qu'on est obligé de partir de manière urgente, cette ALD, elle n'existe pas? Non, l'ALD, ça nécessite d'abord qu'on pose un diagnostic et qu'on voit si on rentre dans la liste de ces maladies-là ou pas. Mais je rejoins le docteur, on est aussi sur une question d'équité, de traitement, d'équité d'accès aux soins. On a le sentiment, sincèrement, sur ce sujet-là comme sur d'autres, mais bon, moi je parle de celui que je connais bien, d'être des citoyens de second rang, de ne pas avoir les mêmes droits que les autres. On s'acquitte de notre impôt comme tout le monde, on n'a pas d'infrastructure, ça n'est pas de notre faute, et on n'a pas le droit d'accompagner son enfant. Lorsqu'on est sur le continent, même si l'hôpital n'est pas à côté de chez soi, qu'il est à l'autre bout de sa région, eh bien on se met dans la voiture, le papa, la maman, voir la grand-mère, voir le petit frère ou la petite sœur, parce qu'il y a ça aussi. Souvent, les fratries sont brisées par ces déplacements sur le continent. Et donc, oui, un enfant qui a ses deux parents à ses côtés, il a plus de chances de guérison qu'un autre. Et oui, en effet, docteur, lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle ou lorsqu'on doit prendre une décision, lorsqu'on pose un véritable choix, un véritable cas de conscience, eh bien souvent, il vaut mieux être deux. Et voire même, moi, un médecin me l'a dit un jour, même pour entendre un diagnostic dans des moments assez éprouvants, il vaut mieux que deux personnes entendent ce diagnostic. Parce qu'on peut parfois même mal comprendre les choses. Mal comprendre les choses parce qu'on n'a pas envie de les comprendre, parce qu'elles sont trop douloureuses, trop inquiétantes. Et voilà. Et puis, je veux dire, même si on en revient aux textes fondamentaux, les droits des patients, le droit d'un enfant d'être accompagné par ses parents, je veux dire, tous les textes qui ont été ratifiés par la France parlent de ces droits. Et chez nous, parce qu'il n'y a pas de CHU et parce qu'on est obligé de franchir la mer, ils ne sont pas respectés. Donc, il y a vraiment aussi un combat au niveau des droits. On considère que ça doit être un droit et un droit pour tous les enfants. Cette absence de CHU en Corse, c'est vrai que ça complique la situation des patients. Oui, ça complique la situation des patients parce que le nombre d'habitants s'agrandit d'année en année et on est aujourd'hui à Ajaccio et plus globalement en Corse beaucoup plus nombreux qu'on pouvait l'être il y a 20 ans et effectivement les besoins ne sont plus les mêmes. Alors c'est vrai que à Marseille il y a plus d'1 million d'habitants, en Corse on est 350 000 donc il n'y a pas effectivement peut-être un pool de pathologies pouvant effectivement justifier. Enfin, je comprends qu'il y ait eu un retard. Je pense que maintenant il y a un besoin qui se fait sentir, il y a un besoin effectivement qui devient pas urgent mais presque. Alors il faut le CHU, il faut la structure. Il y aura aussi un autre défi à mon avis qui sera tout aussi difficile si ce n'est plus, c'est d'avoir le personnel. On a vu combien la question du personnel médical, paramédical était importante dans les hôpitaux, notamment dans le CHU à Marseille. On a vu qu'il y a une carence et que pour pouvoir répondre aux admissions en réanimation, pour ne pas pouvoir déprogrammer toutes les opérations non urgentes, il fallait avoir et des lits et du personnel. Et je pense que le défi est de taille, je pense qu'on bâtira plus facilement des murs qu'on ne recrutera du personnel. Quand on voit qu'il faut 10 ans pour finir son parcours de médecine, entre 3 et 4 ans pour être infirmier, le chemin va être encore long, donc il faut et le CHU, mais le CHU ne répond pas à toute la problématique, il faudra aussi le personnel et voir le nombre de lits dans ce CHU, parce que si c'est un nombre de lits qui est en deçà des besoins, ça n'a pas de sens. En attendant, Laetitia Cook, pour justement faire en sorte que ces familles ne soient plus, comme vous le disiez, des mots durs, des citoyens de seconde zone, vous avez lancé une pétition. Oui, on continue à se mobiliser de toute notre force tant que le décret n'est pas paru. Donc oui, on invite tout le monde à signer cette pétition pour réellement montrer au gouvernement que c'est une problématique qui concerne chaque citoyen sur cette île. Et on espère qu'elle sera largement signée. Elle est sur le Facebook de l'association INSEM si les gens veulent bien y participer. Et je voulais juste compléter ce que disait le docteur. Donc évidemment, oui, pour l'amélioration de l'infrastructure sur la Corse, c'était évident. Nous, on dit très souvent, les déplacements les moins fatigants, les moins coûteux, c'est ceux qu'on ne fait pas. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ne pas faire comme déplacement. Et on plaide aussi pour davantage de spécialistes qui viennent en Corse, parce que ça arrive encore trop peu souvent, mais lorsque c'est mis en place, lorsqu'il y a un spécialiste qui vient une fois par mois, je peux vous dire que tout le monde est ravi. Les malades préfèrent être soignés chez eux, avec leurs proches, ne pas avoir à subir la fatigue et l'éloignement, et l'isolement parfois. Et puis, même d'un point de vue budgétaire, pour l'assurance maladie, il vaut mieux payer un billet d'avion d'un spécialiste que de 15 malades. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, à notre sens, devrait être développé. Et aussi la télémédecine. On l'a vu pendant le Covid, ça a été accéléré. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire, des contrôles, des simples visites de contrôle qui pourraient être évitées. Donc il y a aussi
le CHU, c'est du long terme, mais il y a aussi des mesures qu'on pourrait mettre en place tout de suite, à très court terme, qui permettraient de réduire le nombre de déplacements sur le continent. On appelle vraiment les pouvoirs publics à aller en ce sens. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir beaucoup. participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour d'autres émissions sanitaires et sociales. À bientôt Laetitia. À bientôt. À bientôt. Au revoir.